Il y avait là les bijoux de ma femme, ses bagues, ses colliers. Là, dans le coin? Ouais. Selon vous, qu'a-t-il pu se passer? J'ai pensé que mon fils les avait peut-être amenés à un prêteur sur gage. David, donc. Oui, pour avoir un peu d'argent. Y a-t-il des endroits qu'il affectionne en particulier? Quand il part, c'est pour aller à Las Vegas. D'accord. Mais seulement pour 2-3 jours. À ce moment-là, on pensait que David était parti passer le week-end à Las Vegas avec des amis. Quand on est entré dans sa chambre, il y avait un jeu vidéo qui avait été mis en pause. Comme s'il l'avait interrompu pour ouvrir à quelqu'un et qu'il n'était pas revenu. Quel type de chaussures portait-il? Celle-ci. Juste pour savoir ce qu'il a au pied. Il avait laissé son portefeuille et ses chaussures, mais sa voiture n'était pas là. Si David vous contacte... Je vous appelle. Ouais, prévenez-nous. J'ai lu toute l'angoisse et la souffrance dans ses yeux quand il a dit « Il y a un problème avec mon fils, aidez-moi ». Je compatissais du fond du cœur, car c'était son seul enfant. Quand sa mère et moi nous sommes séparés en 86, j'ai élevé David. Presque seul. David avait 5 ans quand je suis entrée dans sa vie. Des liens se sont vite tissés entre nous. C'était très émouvant. Quelques années plus tard, il était plus attaché à Debbie qu'à moi. En 2009, il s'est mis à fréquenter Kelly. Il ne me présentait jamais ses copines. Alors, quand quelqu'un de la famille m'a dit au téléphone « Félicitations, tu vas devenir grand-mère », j'ai dit « Eh bien, je vais devoir la rencontrer maintenant ». Elle était très polie et ils faisaient tout ensemble. Ils passaient du bon temps. Quand elle a accouché, mon fils était tout heureux d'être papa. Notre chambre d'amis est devenue celle du bébé. Talons, pieds joints. Talons, pieds joints. Quand Maria avait entre 3 et 4 ans, ils ont commencé à avoir des problèmes de couple. Finalement, elle est partie. David était désemparé. Il voulait rester le papa. Le mardi, j'ai décidé de publier un post sur Facebook pour dire qu'il avait disparu et qu'on avait besoin d'aide pour le localiser. Il n'y avait aucune preuve qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Mais mon cœur et mes tripes savaient que c'était le cas. Comme David n'est pas revenu le lendemain matin, on l'a officiellement porté disparu. On est tout de suite retourné chez les Hessler. Ça va? Pas terrible. Je me doute, ouais. Ça doit être stressant pour vous. J'ai pas dormi. Ken voulait nous montrer des choses qu'il venait de découvrir. Il avait remarqué un peu de sang dans le garage, ainsi que dans la zone de la cuisine. Les éclaboussures sur le sol de la cuisine étaient très fines et dispersées. Alors que dans le garage,
C'était vraiment des gouttes qui avaient dû tomber verticalement. Ken était parti tôt, le matin du 27. À son retour du travail, la voiture de David avait disparu. On voulait savoir à quelle heure elle était partie. La résidence des Heisler se trouve dans un cul-de-sac. Il y avait donc 2 voies différentes pour sortir du quartier. On a obtenu les images de vidéosurveillance d'une maison voisine. David avait une Saturn de 2002. Mais on n'a vu aucun véhicule de ce type. Un résident d'une autre zone du quartier nous a fourni d'autres images. On espérait découvrir à quel moment ce véhicule était passé. À 4h56, on voit la voiture de David. Mais la résolution n'était pas bonne. Et on n'a pas pu voir qui était à l'intérieur. Mais on savait que la voiture de David avait quitté cette zone. On a alors cherché à savoir qui était la dernière personne à avoir communiqué avec lui. Les preuves numériques sont devenues le principal outil d'enquête dont disposent les forces de l'ordre. On a obtenu l'historique des appels de Ken Heisler, qui partageait un abonnement avec son fils. Debbie et Ken nous ont envoyé toutes les données, ce qui nous a permis de vérifier avec qui David avait été en contact. Il avait envoyé des messages à Kelly Perry, son ex-compagne, la mère de Maria, à 3h30 du matin, à peu près l'heure à laquelle Ken était parti travailler. Son dernier SMS avait été envoyé à 3h56. C'était important, car on avait vu la voiture de David partir seulement 1 heure après. On devait connaître le contenu de cette discussion entre Kelly et David. C'était une priorité absolue. On n'avait plus de nouvelles de David depuis 2 jours. Quand je me suis rendu chez Kelly Perry avec le capitaine Rogers pour discuter de cette affaire. Peut-on vous parler un instant? Oui. Que se passe-t-il d'après vous? Je ne sais pas quoi en penser. Je suis très perturbée par cette histoire. Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? Il me semble que ça devait être lundi matin. De quoi avez-vous parlé? Il voulait que je vienne passer la nuit avec lui. Il m'a envoyé des SMS pour me dire que son père était parti et que je pouvais venir chez lui. Je peux les voir? Oui, tenez. Quand on a évoqué les SMS, elle a ouvert sa messagerie pour nous les montrer. Elle a précisé que la discussion s'était arrêtée parce qu'elle s'était endormie. Quand je me suis réveillée et que j'ai vu ses messages, je l'ai appelé et je suis tombée sur sa messagerie. J'étais inquiète parce que c'est le père de ma fille. Elle a besoin de lui. Elle a coopéré et semblait sincèrement inquiète. Avant d'avoir Maria, il était parti un jour avec un ami, hors de l'Utah, sans même en parler à ses parents. Combien de temps ça a duré? Pas loin de 3 semaines. Je me suis dit qu'il y avait des chances que ce soit le même cas de figure. La première déclaration de Ken Heisler indiquait que des biens avaient disparu chez lui. On a alors cherché s'il avait fait un prêt sur gage, afin d'avoir un peu d'argent pour partir en vacances.
On a consulté la base de données des prêteurs sur gages locaux. L'historique de David montrait qu'il avait déposé plusieurs objets chez un prêteur sur gage, mais c'était plusieurs mois avant. Cette disparition devenait inquiétante, alors on a creusé davantage. Quand Kelly a déménagé, elle a décidé qu'elle allait s'installer dans le Wyoming avec Maria. Par le biais de son avocat, David a demandé sa garde. Le tribunal a décrété que Maria devait rester dans l'Utah. C'est le jour où il a obtenu la garde. Je m'en souviens. C'est David et Maria, et ils riaient aux éclats. Il était aux anges. Il m'a parlé de ses projets, qu'il allait trouver un appartement et qu'il ferait plein de choses à deux. Maria avait 6 ans. Il n'aurait pas pu partir. Elle était tout pour lui et ils étaient très proches. On a passé à la vitesse supérieure. On avait besoin d'un maximum de données pour retrouver David. Ken nous a dit que David payait son véhicule tous les mois. Le fait que cette voiture soit en leasing était important, car ça signifiait qu'elle était certainement munie d'un traceur. Les traceurs permettent aux entreprises de connaître la position du véhicule. Celle-ci a confirmé qu'il y en avait un sur celui de David. Quand on a obtenu ces données, on espérait qu'elles nous mèneraient à David. Il y a eu un signal dans la nuit du 27 au domicile de David. À 6h42, un autre signal a été perçu dans l'Arizona, non loin de Mount Trumbull. Il s'agit d'une zone désertique immense, avec une route empruntée quasi uniquement par des éleveurs. À 6h55, un autre signal a été envoyé sur la même route. Ça alors? Que faisait David dans l'Arizona Strip? C'est un fichu désert. Si vous êtes bloqué là-bas, ça peut être critique. On a alors suivi les signaux GPS. On était à la recherche de débris ou de signes d'un accident. Parce qu'il n'y avait pas eu d'autres signaux depuis la disparition. L'Arizona Strip est une vaste zone inhabitée, à 50 km de tout. Sans eau ni nourriture, on ne peut pas y survivre plus de 2 jours. Ça nous a motivés encore plus. On n'a jamais perdu espoir. Le 1er juillet, on nous a informé par téléphone qu'une voiture correspondant à la description avait été localisée à Beaver Dam, en Arizona. Ça pouvait être un tournant dans l'enquête. En regardant par les vitres, on a vu qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Je me suis tout de suite dit qu'il était dans le coffre. Quand on a ouvert le coffre, j'étais vraiment nerveux.
David n'y était pas. J'ai ressenti beaucoup d'émotions et du soulagement. David était peut-être encore en vie. On a fouillé le véhicule. Quand on a vu une douille de 9 mm usagée derrière le siège conducteur, mon cœur s'est serré. On avait peur que David ait été abattu. On a compris que David n'avait pas juste disparu. Il avait été enlevé. Quand Kelly est parti, j'étais fier de David. Il a pris les choses en main et voulait montrer qu'il était assez responsable pour élever sa fille tout seul. Pourquoi tu te maquilles? Parce que je suis une fille. Oui, mais t'as 5 ans. T'as pas besoin de maquillage, t'es belle. Au bout d'un moment, Maria nous a demandé où était son père. On s'est assis avec elle et on a dit « Papa n'est pas là. Il a disparu. On ne sait pas où il est. Mais il y a tout plein de gens qui sont à sa recherche. Et on espère le trouver très vite. » En voyant l'activité de Kelly Perry sur les réseaux sociaux, il était évident que la garde de Maria était un sujet de discorde entre eux depuis des années. Elle n'hésitait pas à clamer haut et fort que pour elle, David ne méritait pas de s'occuper de sa fille. On a alors réécouté notre premier entretien avec Kelly. Étiez-vous avec quelqu'un le dimanche 26? Oui, avec ma colocataire. Elle s'appelle Tammy. Vous étiez avec Tammy, qui peut attester Oui, de votre présence au moment où David a disparu? oui. Kelly nous avait dit qu'elle vivait dans une maison avec des amis, qu'elle surnommait même Tammy, la propriétaire, maman. Et qu'un certain Frank McCard vivait dans le garage de cette maison. Son alibi était qu'ils s'y trouvaient tous quand David a disparu. Des amis de Kelly ont commencé à m'envoyer des messages, disant qu'ils pensaient qu'elle pouvait être impliquée. Il y en a eu énormément. Le lieutenant Studley et Debbie Hesler étaient en contact permanent. Debbie nous transmettait immédiatement la moindre information ou piste. Les messages reçus par Debbie ont marqué un tournant dans l'affaire. Selon certains de ses informateurs, Kelly et Frank pouvaient être impliqués dans la disparition de David. Il faut prendre avec des pincettes ce type de messages qui peuvent être des ragots ou des rumeurs. Mais l'un de ces SMS indiquait qu'ils avaient attaqué David quand il jouait sur sa console. On s'est dit, waouh, personne n'est censé connaître cette information. Sur la base de ces SMS, on a fait une demande de mandat pour le téléphone portable de Kelly.
On a appris qu'elle était au palais de justice pour demander la tutelle temporaire de sa fille en l'absence de David. On s'est approché et on lui a demandé de nous confier son téléphone. Elle a d'abord refusé, mais avec le mandat, elle n'avait pas le choix. Ce téléphone contenait des données qui allaient nous permettre de déterminer si Kelly était ou non un suspect viable. On a pris son téléphone, qu'on a immédiatement transmis à l'unité scientifique numérique de l'Université de l'Utah. Le lieutenant Studley m'a demandé si je pouvais traiter cette affaire en urgence. Il voulait retrouver une personne disparue. On a fait passer ce dossier en priorité, j'ai commencé à travailler dessus. Dans notre domaine, c'est l'homme contre la machine. Les téléphones portables modernes sont cryptés par défaut. Une fois le mot de passe saisi, il est crypté en fonction de ce mot de passe. Et les données sont conservées, mais brouillées. On a alors fait ce qu'on appelle une attaque par force brute, afin de contourner le code d'accès. Le but était de procéder à une extraction logique et donc de récupérer les SMS et obtenir un maximum de données utilisateurs. J'ai vite vu que des choses avaient été supprimées de cet appareil. Il y avait un trou dans le temps, une période anormalement inactive. On a fait une première extraction et j'ai remis mon rapport à la police. Kelly avait visiblement effacé certains messages de son téléphone. Quand on a vu ça, on s'est dit, bon, elle cache quelque chose. À nous de découvrir ce que c'est. L'extraction des données du téléphone de Kelly nous a permis de savoir qu'elle ne disait pas la vérité quant à son implication dans la disparition de David Essler. Je veux juste serrer ma petite fille dans mes bras et lui dire que ça va aller. Sauf que pour ça, il faut qu'on vous élimine de la liste des suspects possibles. Vous comprenez? Parlez-nous de votre relation avec Frank. Vous vous envoyez souvent des textos? Presque tous les jours. Voilà ce qui m'embête. Sur votre téléphone, il n'y a aucun échange avec Frank jusqu'à hier, 10h30. Ça fait presque une semaine entière. Au fur et à mesure de l'entretien, j'ai senti qu'elle n'était pas honnête. On n'était pas certain qu'elle savait où se trouvait David. Mais je sentais qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Est-ce que je peux sortir fumer? Kelly a demandé une pause cigarette. On ne vous retient pas contre votre gré. Non, je comprends. Si vous voulez sortir... L'interrogatoire ne menait nulle part. Les enquêteurs l'ont autorisée à sortir pour fumer. Avant qu'elle revienne, j'ai dit au lieutenant Studley et au capitaine Rogers de lui lire ses droits. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant les tribunaux. Vous avez le droit d'être accompagné d'un avocat pendant l'interrogatoire. Et si vous n'en avez pas les moyens, il vous sera désigné d'office. Son attitude a immédiatement changé. Soit vous nous aidez à découvrir ce qui s'est passé, soit on le découvrira en analysant les téléphones. Mais on trouvera, on le saura. Étiez-vous chez David lundi matin? Non. Avez-vous dit à Frank qu'il était seul chez lui? Je ne pense pas lui avoir dit ça. Ce n'est pas le moment de penser, c'est le moment d'être sûr. Vous comprenez ce qui est en jeu? Oui. La vie de quelqu'un a peut-être été prise. Et dans nos têtes, on se demande si vous avez quelque chose à voir avec ça. Je ressens des vagues d'émotions. Et si vous étiez au courant, ou si votre petit ami l'a fait de son propre chef. Quoi qu'il en soit,
Vous savez ce qui s'est passé, Kelly. Elle a compris qu'on ne la croyait pas. Que s'est-il passé? Où est David? J'en sais rien. Ils ne vous l'ont pas dit? Je ne sais pas où il l'a laissé. Où Frank l'a laissé? Oui, Qu'est-il arrivé chez David? j'ai frappé à sa porte. Et Frank m'a bousculé pour passer. Ils se sont battus. Ils sont allés à la voiture. Frank l'a fait monter derrière et il a dit que s'il ne se laissait pas faire, il nous tuerait tous les deux. Et puis, il s'est arrêté et il m'a fait sortir du véhicule. Frank McCard était la dernière personne à avoir vu David vivant. Il fallait absolument le localiser. Mon toi, mec. Désolé. Je rêve, tu me coinces le doigt, mec. Désolé, je l'enlève. C'est pas vrai. Frank McCard avait des antécédents criminels dans le comté de Washington. Il était connu dans le monde de la drogue en tant que consommateur et dealer. En interrogeant Frank, on espérait qu'il nous indiquerait où était David et qu'on le retrouverait sain et sauf. Vous l'avez conduit hors de l'Utah jusqu'au Mount Trumbull dans l'Arizona Strip, c'est ça? Ouais. Et ensuite? Je l'ai fait sortir. Étiez-vous armé? Non, je l'ai pas exécuté. C'est pas mon genre. Il n'y avait aucune émotion en lui. Il était glacial, très factuel. Il était vivant quand je suis parti, Où l'avez-vous laissé? assis sous un arbre. Il était vivant à ce moment-là. Et vous vous êtes enfoncé dans le désert? Ouais. Jusqu'où? Une trentaine de kilomètres. Vous allez le trouver. Sinon, vous trouverez une tête d'oreiller et une corde. On a suivi l'itinéraire qu'il nous avait indiqué et qui correspondait au point GPS. On a trouvé l'arbre isolé, au bord de la route. Là où McCard avait vu David pour la dernière fois. Pendant son interrogatoire, Kelly a dit que Frank l'avait menacée et qu'elle était terrorisée. Je voulais vous le dire, mais j'avais peur. De qui? De Frank? Ou bien avez-vous peur de ne plus voir Maria? J'avais peur de plein de choses. Elle se forçait à pleurer. Bruit, maman. Ouais. C'est horrible. On voit bien quand quelqu'un essaye de vous émouvoir. Ma fille me manque. J'aimerais la serrer dans mes bras. On ne pouvait pas croire qu'elle n'était pas impliquée. De toute évidence, Frank avait été l'exécutant, mais pas le cerveau de l'opération. Et on devait découvrir quel rôle Kelly avait joué. On savait que les déclarations de Kelly n'étaient pas fiables. Il fallait donc récupérer les informations qu'elle avait supprimées ou détruites. Le lieutenant Studley nous a demandé de chercher des données supprimées. Il voulait qu'on tente de retirer la puce mémoire. Il fallait pour cela la dessouder du circuit imprimé afin de récupérer les données directement dessus. Voilà la puce. C'est une opération risquée parce que je dois chauffer la puce pour décoller l'époxy et la soudure. Mais la vie de quelqu'un était en danger.
Si j'appliquais trop de chaleur, trop vite, ça provoquerait un choc thermique. Et ce serait définitif. Les données seraient perdues. C'était très risqué. Mais on pensait que seul un accès complet aux informations de ce téléphone nous permettrait de tirer cette affaire au clair. On a pu consulter l'historique des recherches de Kelly, qui avait regardé comment récupérer son enfant si son mari disparaissait. Le téléphone de Kelly contenait un grand nombre de preuves. Elle envoyait énormément de textos, notamment à Tammy Freeman et Frank McCard, même quand ils étaient tous sous le même toit. Plusieurs messages supprimés de son téléphone ont été retrouvés sur la puce mémoire. Kelly et Frank avaient plus particulièrement discuté d'un plan concernant David. Ils avaient initialement prévu de déposer Kelly à une station-service, avant de décider qu'il y avait trop de caméras de surveillance. Sur un SMS, on pouvait lire « Non, sortie de l'aéroport », car il n'y avait pas de caméra à cet endroit. Ces données nous ont permis de voir qu'ils avaient collaboré. Je pense que Kelly s'est arrangé pour amadouer Tammy et Frank afin qu'ils l'aident à récupérer sa fille par tous les moyens nécessaires. Pendant l'interrogatoire, Kelly a dit que Frank l'avait appelé pour lui dire de le récupérer près de l'endroit où il avait laissé la voiture de David, puis qu'ils étaient allés jouer au casino. Avec l'aide du FBI, on a obtenu les images de vidéosurveillance des casinos. À 7h27, on voit Frank et Kelly entrer dans l'établissement. Dix minutes plus tard, Frank McCard quitte le casino, le crâne rasé. Quand on a vu ça, on s'est dit, il change d'apparence physique parce qu'il a commis un acte horrible. On n'avait aucune preuve que David était mort, juste qu'il avait été enlevé. C'était impossible d'engager des poursuites pour homicide sans corps. Le 18 août 2016, les enquêteurs ont appris qu'un corps avait été découvert en Arizona. Le corps de David était dans un état de décomposition avancé. Cette découverte nous a permis d'engager des poursuites pour homicide. Il fallait que justice soit faite pour les Hessler. J'étais triste qu'il ait vécu ces derniers instants tout seul et furieux à l'idée qu'on puisse laisser quelqu'un dans ces conditions, sachant qu'il n'avait aucune chance de survivre dans un tel environnement, abandonné de cette façon. Je m'étais investi pour David et sa famille. Et je suis donc passé par toutes sortes d'émotions. Amour, peur, haine et colère. Oui. C'était un cauchemar. Éveillé. À l'endroit où le corps de David a été retrouvé, on voyait les montagnes de Pine Valley. Une chaîne bien connue, ici à Saint-Georges, dans l'Utah.
On pense qu'il s'en est servi de repère pour tenter de rentrer chez lui. Malheureusement, s'il avait marché 5 kilomètres dans l'autre direction, il aurait trouvé la route principale. Et en cette fin de week-end, il y aurait eu des voitures et il aurait eu une chance de s'en sortir. Face à toutes ces preuves numériques, la défense n'avait d'autre choix que de chercher un accord de plaidoyer. Frank McCard a plaidé coupable de meurtre et enlèvement et il purge une peine de 75 ans de prison. Kelly Perry a plaidé coupable d'enlèvement ayant entraîné la mort. Elle purge une peine de 35 ans dans une prison fédérale. Tammy Freeman a plaidé coupable de vol de véhicule, cambriolage aggravé et enlèvement aggravé et a fait 3 ans de prison. Sans les informations fournies par la puce mémoire, on ne saurait toujours probablement pas ce qui s'est vraiment passé. On sait maintenant que Tammy, Frank et Kelly ont planifié l'enlèvement et le meurtre de David Essler. Dans les toutes premières heures du 27 juin, Kelly et David ont échangé des SMS. Elle savait qu'il était seul et vulnérable. Kelly frappe à la porte et Frank l'écarte brusquement. Il frappe plusieurs fois David au visage. Puis Frank ligote David. Kelly prend une thé d'oreiller et la met sur la tête de David, causant de fines éclaboussures de sang. Le tissu est si imprégné que des gouttes de sang tombent. Il roule jusqu'à la station-service prévue dans le plan. Kelly écrit à Tammy « Non, sorti de l'aéroport ». C'est donc là qu'ils vont. Frank dépose Kelly et Tammy à Mesquite. Puis, il part avec David, ligoté mais vivant, sur la banquette arrière. Frank abandonne David près d'un arbre. Il coupe un des liens pour qu'il puisse se libérer. Mais David est à plus de 60 km de la civilisation. Sans chaussures, sans eau, il n'avait aucune chance. Frank abandonne le véhicule et demande à Tammy et Kelly de venir le chercher. Dans les toilettes du casino, Kelly et Tammy tondent la tête de Frank. Puis ils rentrent chez eux comme si de rien n'était. Personne ne mérite de mourir comme ça. Personne. Quelqu'un m'a dit qu'avec le temps, on pardonne. Pas moi. Impossible. Mon fils a subi une mort atroce. C'est impardonnable.
Pourquoi tu te maquilles? Parce que je suis une fille. Oui, mais t'as 5 ans. T'as pas besoin de maquillage, t'es belle. Pas besoin de maquillage. Maria n'avait plus de parents. Alors on l'a adoptée. Elle est forte dans sa tête. Après tout ce qu'elle a subi dans sa jeune vie, il le faut. Et c'est son cas, sans aucun doute. Pour nous aider à surmonter ces dernières années de deuil, on a appris à repérer les signes. Et dès qu'il se passe quelque chose dans la vie de Maria, une plume apparaît. Elle la ramasse et dit « Papa est là ». Chaque fois que je trouve une plume, je la considère comme un message de mon père. On les collectionne comme si mon père les envoyait depuis le paradis.